En Alsace et en Moselle, on a une histoire particulière qui est non partagée avec le reste de la France. On a été annexé à différentes reprises par l'Allemagne en 1871 et en 1940 notamment. Alors nous, on s'intéresse surtout à la deuxième annexion, donc celle de 40, qui était plus difficile que la première parce que c'était une annexion faite par l'Allemagne nazie. Ça s'est fait assez vite. De façon très brutale. La germanisation en 1940, ça a duré 2 mois. Pendant l'été, tout ce qui était français avait été nié, détruit. Les plaques de rue, les noms des patelins. Rombach, par exemple, ça s'appelait Rombach, qui avait été d'ailleurs regroupé avec d'autres communes comme Clouange. La feuille de route pour le Gauleiter Bürkel qui était en place ici, c'était qu'au bout de 10 ans, la Moselle soit vraiment une terre allemande. Donc il y a eu d'abord la germanisation. Après, il y a eu un tri de la population, c'est-à-dire qu'il y a eu les gens qui étaient considérés comme non germanisables ont été chassés. Ils ont été expulsés vers la France en 1940, à partir de l'été 1940 jusqu'en 1941. Et après, il y a eu de la nazification, c'est-à-dire qu'on a voulu faire adhérer par la force la population à l'idéologie nazie, et notamment en les obligeant à faire partie d'organisations nazies. À la veille de la guerre, ou même pendant la guerre, les femmes, elles étaient surtout, leur rôle c'était d'assurer le ménage, le ménage, c'est-à-dire la vie à la famille, dans la famille, s'occuper des enfants, de s'occuper de faire à manger, des conserves, de tricoter, c'était pas du tout la même, on consommait pas de la même façon. Et même s'il y en a qui travaillaient, la majorité, c'était vraiment, elles restaient à la maison, quoi. Les rôles étaient vraiment très bien répartis. Mais ça s'est compliqué, notamment à partir de 1942, parce que l'Allemagne avait, la guerre durant, elle avait besoin de main-d'œuvre, et donc il y a eu ce qu'on appelle la guerre totale. Et en tous les cas, toutes les femmes qui n'avaient pas de charge de famille, elles étaient obligées de travailler. C'est-à-dire que c'était une obligation, c'est-à-dire que vous pouviez être embêté, même faire de la prison, si vous n'alliez pas travailler. Il fallait s'inscrire au Arbeitsamt, au bureau du travail. Et donc, il y a eu beaucoup de femmes qui ont travaillé, notamment qui ont remplacé les hommes, qui étaient traminots, par exemple. Ici, il y avait des tramways pour l'usine. Il y a des photos, on les voit. Elles étaient traminots, elles travaillaient à la poste, elles étaient factrices, mais elles travaillaient aussi dans les usines d'armement. Et puis on a aussi fait venir, ici il y avait une population un peu particulière aussi qu'on a fait venir, ce qu'on appelle les Ostarbeiter, donc des populations civiles qui sont venues travailler dans nos régions, c'était de très jeunes, alors il y avait des hommes et des femmes, mais il y avait beaucoup de femmes qui avaient été donc raflées essentiellement en Ukraine, mais aussi en Pologne, en Russie, et qu'on a fait venir travailler dans nos régions. Alors il y avait un camp qui était de Ostarbeiter qui était à la limite de Amnéville et d'Ambach, qui était assez important. Il y avait plus de 1200 ressortissants, majoritairement des femmes, plus de 700 femmes, donc très très jeunes, quoi. C'était de 14 à 21 ans. Donc qui, eux, ont travaillé dans les usines. C'était pas tellement les locaux qui travaillaient dans les usines, c'était ces populations-là. Et il existait déjà pour la jeunesse, les garçons, mais aussi les filles, à partir de 10 ans, ce qu'on appelle les jeunesses hitlériennes. Donc les filles, c'était les BDM, Bund Mädchen Mädel. Donc c'était, en fait, le but c'était d'encadrer la population, de la militariser, puisqu'elles avaient des uniformes, et de l'endoctriner. Il ne faut pas oublier que le nazisme, ça devait durer 1000 ans, et que comme toute dictature, la jeunesse, c'est très important, il fallait la formater, et c'est ce que les nazis ont essayé de faire, quoi. Donc la jeunesse hitlérienne pour les filles comme pour les garçons, elle a été d'abord, c'était du volontariat, et comme ça n'a pas bien marché, les jeunes n'y allaient pas trop, on a rendu les jeunesses hitlériennes obligatoires à partir de 1942, quoi.
Le but, c'était surtout de les éloigner de la sphère familiale pour qu'elles soient vraiment, elles aient une éducation du parti et non plus de la famille, quoi. La plupart ont été aussi ils ont fait un service qui s'appelait le KHD, le Kriegshilfsdienst, c'est-à-dire elles étaient envoyées dans des usines d'armement, elles étaient auxiliaires de la flak, c'est-à-dire elles devaient s'occuper d'un canon pour tirer sur les avions, elles travaillaient à la Croix-Rouge, elles étaient infirmières dans des lazarettes, donc elles ont fait un service auxiliaire de la Wehrmacht, quoi. Ce qui fait que depuis quelques années, depuis une dizaine d'années, parce qu'avant ça n'existait pas à ce moment-là, on a dit que il y a eu un livre qui a été écrit qui s'appelait Les Malgré elles, quoi. Vous avez deux mannequins qui sont intéressants parce que vous avez ce qu'on appelle les BDM, hein, donc jeunesse hitlérienne féminine, hein. Alors cela est déjà, on va dire, assez âgé, mais on doit avoir 18 ans, hein, pour être dans la BDM, hein. Donc vous voyez bien que c'est déjà une militarisation de la jeunesse, hein. Ils ont un uniforme avec des insignes, une croix gammée partout. Ça, c'est le drapeau de Boulay, hein. Et là, on la voit qui fait une quête pour le Winterhilfswerk, donc le service de secours d'hiver, hein. Et donc après, elles allaient au RAD féminin. Donc là, dans les camps, elle a aussi, ça c'est une tenue de sortie, hein, déjà avec le chapeau. Elles devaient, quand elles prêtaient serment de fidélité au Reich, elles avaient ce macaron-là, cet insigne-là. Moi, j'ai rencontré une dame, par exemple, qui avait refusé de prêter serment au Reich, au Führer, et donc elle n'avait pas eu le droit de porter la signe, mais c'était pas le plus embêtant. Le plus embêtant, c'était qu'elle était repérée, et que notamment, elle n'avait pas le droit à des permissions pour rentrer chez elle. Inversement, il y a des femmes qui se sont engagées dans la résistance. Alors la résistance, il faut pas oublier qu'on est dans une région annexée, donc c'était pas la résistance du Vercors ici, hein. C'était très difficile de résister, comme je l'ai dit, c'était très encadré. Donc le résister, c'était aussi en fait dire non à un régime qu'on nous imposait. C'est tout simplement, par exemple, continuer à parler français, hein, c'était refuser d'aller travailler pour l'armée allemande, ou pour l'armée, ou pour le régime allemand. C'était continuer à porter le béret basque, des choses comme ça. Mais il y a eu aussi une résistance un peu plus organisée, et notamment les femmes ont pas mal participé à ce qu'on appelle les filières de passeurs. Hein, c'est-à-dire que il y a eu là tout le long de la frontière, notamment dans la vallée de l'Orne, hein, des filières ou des gens qui ont fait ça spontanément, hein. Et il y a eu quelques groupes organisés. Très peu, hein, parce que il y a eu concernant les femmes, il y en a deux où il y a eu des femmes. C'était le groupe d'Eran, qui était un groupe gaulliste. Ils étaient très peu nombreux, et en fait ils s'organisaient dans le cadre, ils voulaient être présents le jour où il y aurait la libération pour en fait rentrer dans les administrations et qu'il y ait une continuité de l'administration française, quoi. Il y avait un autre groupe qui était le groupe Mario. Alors c'était surtout des hommes, mais il y avait aussi des femmes. Alors moi j'ai le souvenir d'une dame qui était d'Agodange, qui s'est mariée d'ailleurs avec le lieutenant de Jean Burger, qui était responsable du groupe là, qui était donc c'était un groupe qui était essentiellement communiste et cégétiste, hein, et donc il y en a eu beaucoup dans nos usines, hein. Alors, cette dame en question, c'était Margot Durmeyer, qui était responsable des jeunesses du Parti communiste à Godange, hein, que j'ai connu, qui était un personnage haut en couleur, qui avait encore son pistolet là, avant de mourir chez elle. Eux, ils ont surtout fait du tractage. Donc ils ont donc dû voler du papier dans des imprimeries. Ils ont fait des sabotages dans les usines, ils ont fait des passages. Mais leur problème, c'est que à un moment, ils ont été plus loin. Ils ont brûlé notamment des fermes de colons allemands dans le secteur, hein, les villes notamment. Et ils ont aussi fait dérailler un train de permissionnaires allemands, hein, dans le coin de Hambourg-Haut. Et là, la Gestapo elle a senti qu'il y avait une organisation qui se mettait en place, et elle a consacré une cellule spéciale de la Gestapo qui était dédiée à la répression de ce groupe-là.
Il y a eu des mémoires différentes qui se sont créées parce que les gens ont connu des choses différentes. Il faut imaginer que, par exemple, sur le banc de l'école, il y a des copains qui se retrouvaient en 1945, il y en a un qui était, par exemple, de la 2e DB, donc de l'armée française, et il avait son copain qui était de l'armée allemande. Et en 1945, ils se retrouvent. Donc ils n'ont pas du tout la même histoire, pas du tout la même mémoire, et évidemment, en 1945, ce qui prime, c'est la résistance. Et il faut reconstruire la France. Donc sous l'impulsion du général de Gaulle, et au nom de l'unité nationale, on a martelé que la France elle avait été résistante. On sait depuis que ce n'est pas tout à fait le cas. Je veux dire, on n'a pas été que résistant, en tout cas. Mais en Alsace-en-Moselle, ça a été encore plus délicat parce que, évidemment, il y a des gens qui ont porté l'uniforme allemand. Je parle bien de l'uniforme, là c'était les incorporés de force, mais il y en a aussi qui avaient d'autres uniformes bruns. Ceux-là, ils étaient peut-être plus condamnables, quoi, parce qu'ils avaient fait des choix politiques, pas forcément des choix, parce que des fois il y avait aussi des pressions. Par exemple, s'il y en a qui avaient fait des bêtises, on leur disait, voilà, si tu ne veux pas commettre en prison, tu t'engages de la SS, aussi. Donc il y avait des choix qui n'étaient pas forcément politiques non plus. Et les malgré elles, ça a été, elles ont encore eu plus de mal à se faire reconnaître parce qu'en fait, elles se sont fait. Alors que les hommes ont été indemnisés dans les années 80, les femmes en ont été indemnisées qu'en 2008. C'est-à-dire que déjà, même le mot malgré elles, qui est quand même une construction mémorielle, parce que c'est vraiment pour faire le pendant avec les malgré nous. Mais bon, moi j'ai le souvenir, par exemple, de femmes qui ont été au RAD, qui avait des photos d'elle, donc qui avait un uniforme, qui avait un brassard, parce que ça faisait partie de l'uniforme. Nous qui collectons des photos, elles n'ont jamais voulu nous les prêter, parce qu'elles avaient 60 ans ou 70 ans après, encore presque honte d'avoir porté le brassard.